Bonjour à tous et bienvenue en direct depuis les studios d'Explorimo TV pour parler immobilier, plus précisément résidence secondaire. On va vous parler de résidence secondaire aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, on sort une étude sur les résidences secondaires, celles préférées des Français, mais aussi les tendances et les nouveautés. Le palmarès, alors c'est bien le palmarès des villes, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout les conseils pratiques. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires? Quels sont les prix? Comment évolue-t-il? Est-ce qu'on peut louer une résidence secondaire et à la limite gagner de l'argent? C'est ce qu'on va voir avec le team IMO, les experts réunis ici. Alors tout d'abord Julien, bonjour Julien. Bonjour Olivier. Responsable de l'étude. Tout à fait, deuxième fois que nous menons cette étude. Alors de quoi vas-tu nous parler Julien? On va parler effectivement des lieux privilégiés des Français pour acquérir une résidence secondaire, on va parler de leur volonté d'acquérir une résidence secondaire, de leur budget, enfin de beaucoup d'éléments et puis on échangera bien évidemment sur ce sujet. Très bien, Ludovic Lérima, bonjour. Bonjour Olivier. Journaliste Explorimo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec toi Ludovic? Alors moi, je vais vous parler du marché des résidences secondaires, vous donner quelques bons plans dans des endroits assez sympathiques et vous dire comment réussir à mettre en location votre bien. Très bien. Parfait. Alors tout d'abord, pour démarrer, résidence secondaire, 3 chiffres clés vraiment pour avoir une tendance et se rendre compte du phénomène. En France, on est les champions du monde des résidences secondaires. Premier chiffre, c'est 3 307 000, ça c'est le nombre de résidences secondaires qu'il y a en France. Le deuxième chiffre, c'est 9. 9% des Français ont une résidence secondaire. Et puis le troisième chiffre, alors qui vient maintenant, c'est pas grave, hein, c'est une petite inversion, c'est 44. 44% des résidences secondaires en France sont situées où ça? Plutôt des endroits sympas, c'est le bord de mer qui est avant tout privilégié, voilà. Et puis donc l'autre chiffre, c'était 9% de Français propriétaires d'une résidence secondaire. Alors la résidence secondaire, l'étude, parce qu'elle fait toujours rêver, Julien. Alors indiscutablement, la résidence secondaire fait rêver. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est la deuxième édition qu'on mène avec Explorimo. 1200 personnes nous ont répondu. Ce sont des personnes opt-in hein, qui acceptent de répondre à nos questionnaires. Alors ce sont des personnes de tout statut, il n'y a pas que des cadres, il y a aussi des non-cadres. Ce sont bien sûr des personnes en Île-de-France, en province, voilà, tout type de statut, quel que soit leur âge. La résidence secondaire, elle fait encore rêver. Alors, je pense qu'il y a des raisons à la fois subjectives, il y a les raisons à la fois objectives. Subjectif, c'est que je pense qu'on s'est tous rendus dans un lieu qui nous a plu et où on se dit finalement ça pourrait être intéressant d'avoir un pied-à-terre si on en a les moyens. Ouais. Ça c'est subjectif, mais c'est vrai qu'on y a tous pensé. De manière plus objective, le prix des résidences secondaires pendant très longtemps a baissé. Là il y a une certaine remontée, mais c'est vrai qu'il y a sans doute un effet de levier qui peut inciter des acheteurs potentiels à se positionner. Puis le troisième élément, on le disait tout à l'heure, c'est que ce n'est pas qu'un achat plaisir, cela peut être aussi un achat d'investissement. On y reviendra tout à l'heure avec les questions de budget et de volonté de location. Une fois qu'on a dit ça, quel est le chiffre qui nous montre que ces Français ont intérêt ou en tout cas une volonté d'acquérir une résidence secondaire? C'est 59%. 59% des personnes interrogées ont la volonté d'acquérir une résidence secondaire. C'est la part de rêve, ça ne veut pas dire forcément que ça va être réalisé, mais en tout cas, ils en rêvent. Ils le déclarent, alors effectivement, comme on le dit toujours dans une étude, c'est du déclaratif. Ouais. Peut-être le mettront-ils en application, peut-être ne le feront-ils pas, mais en tout cas, c'est un chiffre quand même qui est relativement conséquent. On retrouve quand même des populations aisées, plus de 90 000 € notamment, qui ont une volonté un peu plus prégnante d'aller acquérir une résidence secondaire. C'est quand même aussi une volonté qui est marquée, certes c'est du déclaratif, mais lorsqu'on leur pose une question de délai, à quelle échéance souhaiterait-il acquérir une résidence secondaire, on est sur un 88% des personnes qui souhaiteraient acquérir une résidence secondaire dans un délai de moins de 5 ans. Donc effectivement, c'est certes une déclaration, mais c'est aussi quand même une volonté. Alors pour des raisons, certes peut-être de plaisir, mais peut-être d'investissement, on y viendra tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors il y a un top 10 Bien sûr. Des stations préférées des Français. Oui. Alors quel est ce top 10? On va commencer par le 10e, celui qui est en 10e position. Autant faire un peu de teasing et créer un peu d'attention. Suspense. Alors, par rapport à l'année dernière, tout d'abord, sur ce top 10, vous allez le voir, il y a des évolutions de place. C'est plus ou moins le même top 10, mais des villes ont été plutôt dynamiques, d'autres un peu moins. Il y a quand même une tendance de fond, c'est que le bassin méditerranéen et le bassin atlantique, sans trahir le secret de ce classement, sont toujours relativement bien privilégiés. Alors la première ville dans ce top 10, c'est la ville de Porto Vecchio, qui est en 10e position. Ouais, je ne dévoile pas le classement en amont. La ville de Porto Vecchio qui perd 2 places néanmoins, mais qui a un attrait particulier notamment pour des personnes issues de la région PACA. C'est une particularité puisque pour l'ensemble d'autres villes,
à l'exception d'une autre, mais j'y reviendrai, c'est plutôt des personnes de l'Île-de-France qui privilégient les autres destinations. En tout cas, pour Porto Vecchio, c'est plutôt des résidents de la région PACA qui privilégient cette 10e ville où investir pour une résidence secondaire. 9e. Alors la 9e ville, c'est une nouvelle ville, un nouvel entrant dans ce top 10, c'est la ville de Ramatuelle, qui également est préconisée par les habitants de la région PACA. C'est les 2 exceptions. 8e position. 8e position, c'est Saint-Jean-de-Luz. On arrive dans le bassin atlantique. On sait que c'est toujours un peu la guerre entre guillemets entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. On verra si Biarritz apparaît dans ce top 10. En tout cas, Saint-Jean-de-Luz, 8e position. 7e. Eh ben, c'est Quiberon, qui était également présent l'année dernière dans ce classement, mais qui est en légère baisse de moins 1 place. Alors ce sont plutôt des personnes ayant des revenus assez aisés, puisqu'on parle de foyers ayant des revenus de plus de 90 000 euros. 6e position. Biarritz. Donc Biarritz se positionne devant Saint-Jean-de-Luz, légèrement quand même en recul, hein, puisque Biarritz perd 4 places par rapport à l'année dernière. Biarritz était sur le trio de tête, enfin dans le trio de tête. Vous verrez quand même que les écarts sont très restreints, hein. Ce sont vraiment des villes qui attirent les investisseurs, mais forcément, à part la première ville, les écarts sont très proches, de l'ordre d'1 point entre chacune des villes. 5e. Et la 5e ville est l'île de Ré. Qui apparaît, avec une perte de 2 places, puisque l'île de Ré était sur le podium également, elle était 3e l'année dernière, Olivier, et toujours sur des revenus de plus de 90 000 euros. 4e. 4e, on se rapproche du podium. Ouais. On n'y est pas, justement, c'est la plus mauvaise. C'est la ville de Sainte-Maxime. Alors Sainte-Maxime, néanmoins, qui se rapproche du trio de tête, qui n'y est pas encore, donc il y a un côté un peu déceptif, mais il y a aussi un côté positif, c'est qu'il y a une forte progression de cette ville, puisqu'elle gagne 6 places par rapport à notre classement de l'année précédente. Très bien. Et donc le podium, alors 3e position. Eh ben, c'est la ville de Cassis. Cassis qui gagne 1 place. L'année dernière, ils avaient effectivement la mauvaise place puisqu'ils étaient au pied du podium. Cette année, ils sont sur le trio de tête. Ils sont 3e et ce sont plutôt des jeunes, on va le dire ça comme ça, puisque ce sont les personnes de 26 à 35 ans qui préconisent cette ville. Sur cette typologie de profil, Cassis se positionne également en 3e place. Côté immobilier, Cassis, alors Ludovic. Côté immobilier, Cassis, on est quand même sur une des communes les plus chères des Bouches-du-Rhône. Hein. J'ai regardé un peu les prix des notaires. Une maison, le prix médian d'une maison, par exemple, à Cassis, va quand même être de 400 000 euros. 400 000 euros, ce qui n'est pas rien du tout. Il faut dire qu'on est dans une région magnifique, à côté des montagnes et de la mer. Et on a une offre de logement très haut de gamme, justement, sur ce marché. Très bien. 2e position, alors. 2e place, très forte progression. 5 places de gagné par rapport au dernier classement, c'est la ville de Deauville. Deauville qui attire plus particulièrement des personnes ayant plus de 65 ans, mais également des personnes avec des revenus très importants. On est encore dans cette typologie de profil de plus de 90 000 euros en termes de revenus par foyer. Deauville qui a de nouveau la cote en termes d'immobilier. Qui a de nouveau la cote et puis attire un public très fortuné car les prix de l'immobilier à Deauville sont extrêmement forts. Là encore, le baromètre des notaires sur les prix médians à Deauville, une maison, c'est 500 000 euros, il faut quand même le savoir. Après, Deauville, c'est le 21e arrondissement parisien, donc ça amène surtout une population majoritairement parisienne. Très bien. Alors, premier du classement, alors ? Alors, est-ce une surprise ? Est-ce que ce n'est pas une surprise? C'est le bassin d'Arcachon qui apparaît pour la 2e année consécutive en tant que premier emplacement où investir pour une résidence secondaire. Je crois que c'est un plébiscite. Alors un plébiscite tant par le score, puisque pour le coup, je vous le disais tout à l'heure, le classement est très proche entre les villes, à l'exception de cette ville-là, qui effectivement recueille plus de 20% des suffrages. Et puis, il y a également un deuxième élément, c'est que finalement, c'est un plébiscite, quelles que soient les typologies de profil. C'est vrai pour les personnes plus âgées, c'est vrai pour les personnes plus jeunes, pour les revenus plus modestes, pour les revenus plus expérimentés, plus importants. Donc, on voit que le bassin d'Arcachon, pour son cadre de vie, son emplacement, recueille vraiment un plébiscite pour l'ensemble des personnes interrogées. Très bien. Une question de Pierre sur Facebook. Alors la taxe foncière et autres taxes d'habitation constituent le principal frein à l'acquisition d'une résidence secondaire. Des changements à prévoir avec Emmanuel Macron qui veut réformer la taxe d'habitation. Ludovic. Ça va être compliqué à mon avis pour Pierre, puisque le projet d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de supprimer la taxe d'habitation, mais pour les plus démunis, c'est-à-dire 80% de la population. Je pense que lorsqu'on est propriétaire d'une résidence secondaire, on est plutôt dans les 20% qui restent. D'accord. Julien, alors oui, maintenant, plutôt entre la maison traditionnelle, l'appartement, qu'est-ce qui est privilégié par les Français? Alors, il y a deux lectures dans cette étude, et c'est ça qui est intéressant, bien évidemment, c'est que d'un côté, nos Français restent très classiques, on va le voir, soit dans le bien qu'ils veulent acquérir, soit dans la destination qu'ils privilégient, et en même temps, ils sont un tout petit peu novateurs, on y viendra tout à l'heure, par leur capacité à vouloir louer, et notamment à rentabiliser cette résidence secondaire.
pourquoi sont-ils classiques? Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il y a le bien d'abord qu'ils veulent acheter. Le bien qu'ils veulent acheter, prioritairement, c'est un appartement à hauteur de 34%, juste devant une maison traditionnelle à hauteur de 30% et une villa. Alors certes, si on additionne la villa et la maison, on peut se dire qu'ils seront positionnés devant un appartement. Ce qu'on regarde quand même avec un petit peu plus d'attention, c'est ce qu'on appelle dans ces études les surpondérations. En fait, ce sont les profils de plus de 65 ans qui privilégient naturellement un appartement, peut-être pour des raisons de simplicité. Il n'y a pas de jardin à gérer, il n'y a pas d'éléments spécifiques à prendre en compte. Voilà, on a un appartement, on veut essayer d'en profiter puisqu'on a vu qu'effectivement les personnes qui achètent une résidence secondaire espèrent qu'elle ne soit pas trop loin, en tout cas essaient de l'acheter pas trop loin, essayent effectivement d'y aller le plus souvent possible. En tout cas, c'est l'appartement de ce point de vue-là, d'un point de vue très classique, qui arrive en tête des souhaits de nos personnes interrogées. Explorimo spécial résidence secondaire, vous continuez à poser toutes les questions qui vous passent par la tête ou si vous avez des remarques sur le sujet, n'hésitez pas. Alors, autre chose à voir avec toi, c'est la situation géographique. Plutôt mer, campagne ou montagne? Alors, il n'y a pas de discussion finalement sur cette étude parce que je crois qu'à la lumière des 10 villes qu'on a pu voir précédemment, ce sont toutes des villes qui sont sur le bassin méditerranéen ou sur le bassin atlantique, c'est naturellement la mer qui recueille le plus de suffrages. Apparaît juste derrière, et encore c'est un euphémisme, c'est bien évidemment la campagne, à hauteur simplement de 19%, alors que pour le coup, l'édition de la mer apparaît beaucoup plus en amont. Et puis la dernière destination, c'est le ski, qui pour le coup ne recueille que très peu de suffrages, à hauteur de 9%. Il est quand même intéressant de noter deux éléments, en tout cas il me semble, c'est que finalement ce 9%, il se rapproche de manière assez claire du nombre de Français qui partent au ski chaque année. On parle simplement de 8% des Français qui partent skier. Je ne parle pas des Français qui partent au sport d'hiver, mais qui partent vraiment au ski. Et puis le deuxième élément qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une segmentation par l'âge. C'est-à-dire que finalement, quand vous avez entre 26 et 35 ans, vous privilégiez peut-être le ski. Quand vous avez entre 36 et 45 ans, vous privilégiez plutôt la mer. Et puis quand vous avez plus de 55 ans, vous privilégiez plutôt la campagne. Je ne sais pas si c'est un hasard, si c'est une coïncidence de l'étude. En tout cas, il y a cette segmentation par l'âge qui me semble assez intéressante. Alors, troisième séquence maintenant, on va parler argent, c'est le côté budget, le côté aussi rentabilité, quelque chose qui arrive de plus en plus. Alors tout d'abord, le budget, combien les Français sont prêts à sortir, à mettre pour une résidence secondaire? Le budget, Olivier, alors, le budget, c'est en fait 41% de nos personnes interrogées qui souhaiteraient allouer un budget entre 100 et 250 000 euros. On peut se dire que la frontière des 250 000 euros est un cap à ne pas franchir dans le sens où 68% d'entre eux, finalement, sont prêts à investir jusqu'à un montant de 250 000 euros. On dirait 250 000 euros pour une résidence secondaire et pas une résidence principale, c'est déjà un certain budget. Pour une seconde habitation, c'est déjà important, bien sûr. Donc il y a quand même la volonté d'y accorder un certain budget en fonction de son souhait. Le deuxième élément, et c'est là où les Français sont plus novateurs parce qu'on voit que ça évolue quand même relativement fortement par rapport aux études qu'on a pu mener précédemment, c'est qu'aujourd'hui ils sont prêts à la louer cette résidence secondaire. Puisque 38% des personnes que nous avons interrogées sont désormais prêts à louer leur résidence secondaire pour la rentabiliser. Où ça? Sur quel site? Alors, sur quelle plateforme? Où ça alors? Malgré la montée en puissance des Airbnb, on voit quand même que les Français restent relativement traditionnels puisque le premier item qui apparaît en tête, c'est effectivement de le louer dans une agence de manière très classique. Donc agence traditionnelle classique, bien évidemment. Ensuite, c'est de le mettre en place, de mettre son lien sur un site internet pour le louer. Et puis le troisième élément, c'est effectivement toutes les plateformes d'échange et de partage comme un Airbnb. Ou Abritel, ou Abritel. Il y en a plein. Bien évidemment. Il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à une montée en puissance un peu plus importante. Pour le coup, là, sur cet élément-là, les Français restent assez classiques. Sur d'ailleurs des questions récurrentes, à combien revient l'entretien d'une résidence secondaire? Écoutez, c'est une vraie question parce qu'en fait, si on interroge un peu les agents immobiliers, ils vous disent généralement que l'entretien d'une résidence secondaire à l'année, ça va être l'équivalent de 6 à 7% du prix, 5 à 7% du prix d'achat de la résidence secondaire. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez acheté votre maison 200 000 euros, vous allez dépenser à l'année entre 10 000 et 14 000 euros. C'est pour ça, dans ces dépenses, on a effectivement les taxes d'habitation, taxes foncières, taxes sur les résidences secondaires, les charges courantes, les factures d'eau, d'électricité, Internet, et vous allez également avoir l'entretien du bâti. Donc voilà pourquoi je pense que beaucoup souhaitent aujourd'hui mettre en location leur résidence secondaire afin de pouvoir en tirer un petit revenu. Alors c'est vrai
Olivier, c'est vrai qu'il y a un clivage, enfin en tout cas on le voit apparaître sur le fait de mettre en place une location pour sa résidence secondaire. Le clivage il apparaît sur l'âge, c'est-à-dire qu'effectivement on peut se dire que les personnes de plus de 65 ans, en tout cas c'est ce qui apparaît dans l'étude, vont acheter un bien pour en profiter le plus possible et peut-être pour un achat entre guillemets plaisir et ne souhaitent pas mettre en place de location pour leur résidence secondaire. En revanche, des personnes on va dire plus jeunes, 26-35 ans, 36-45 ans, qui le font peut-être dans une optique d'investissement, là vont mettre en place bien évidemment leur résidence secondaire pour la louer. C'est un peu ce clivage qui apparaît et qui est aussi ce qu'on peut ressentir ou percevoir lorsqu'on échange autour de nous avec différentes personnes. Oui, et puis c'est aussi le reflet par rapport à l'économie de partage et tout ce qui est collaboratif. Et puis c'est bien aussi, on peut rappeler qu'une résidence principale, on peut la mettre en location légalement pendant 4 mois par an et l'immobilier devient véritablement une source aussi de revenus. Pour la résidence secondaire, c'est vraiment ça, c'est le fait de non seulement pouvoir en profiter pendant les vacances, mais aussi de rentabiliser et de couvrir des charges et des travaux, comme tu le disais, Ludovic. Tout à fait. Alors l'aspect marché maintenant, c'est important parce que c'est vrai que la résidence secondaire, depuis quelques années, les prix avaient dévissé. Au moment de crise, on parlait plutôt d'achat raison plutôt que d'achat passion. Achat passion, c'est souvent la résidence secondaire. Bon, maintenant, l'économie repart un peu, l'immobilier également est une valeur sûre. Où en est le marché de la résidence secondaire? Comme tu le disais, effectivement, au moment de la crise économique de 2008, on a vu des régions qui étaient des marchés de résidence secondaire où les prix ont dévissé de 20 à 30%. Alors si aujourd'hui, effectivement, les prix augmentent légèrement, on n'a pas encore rattrapé ce gap. L'autre moteur pour les acquéreurs, ce sont les taux. Les taux portent aujourd'hui l'ensemble du marché immobilier. Ils sont estimés à 1,56% en moyenne, toute durée confondue hors frais d'assurance. Donc si vous associez à la fois des prix relativement faibles avec des taux très bas, tout de suite vous avez les moyens d'acheter et d'acquérir une résidence secondaire. Et ces taux bas qui dopent littéralement la demande, à la fois bien sûr pour les résidences principales, mais également donc pour les résidences secondaires. 1,56 en moyenne, toute durée confondue. 1,56 toute durée confondue. Crédit logement CSA. Exactement. Alors après, si tu veux une fourchette de prix, il n'y a pas de prix moyen de la résidence secondaire. C'est un marché extrêmement hétérogène. On en a parlé tout à l'heure, 500 000 € le prix médian d'une maison à Deauville. Dans le bassin d'Arcachon, par exemple, ce sera 291 000 €, alors que pourtant c'est la région plébiscitée, en tout cas par les internautes que nous avons sondés. Nous, on est allé chercher, en fonction des réponses de nos usagers, on est allé chercher s'il était possible d'avoir une résidence secondaire dans notre top 3 entre justement 100 000 € et 250 000 €. On est allé sur Explorimo. On est allé sur Explorimo. On est allé sur Explorimo. On a exploré l'immobilier et du coup on a réussi à trouver quelques petites perles. Alors on va commencer avec le bassin d'Arcachon où pour 85 000 €, on va vous faire défiler les images. Pour 85 000 €, vous pouvez avoir un beau studio de 35 mètres carrés avec une cuisine équipée, une cave, un sous-sol. Une cave et un box en sous-sol, pardon. 85 000 €. 85 000 €, proche de la mer. Vous êtes sur l'avenue Gambetta. Pour ceux qui connaissent un peu le bassin d'Arcachon, l'avenue Gambetta, elle donne directement sur la mer. Donc vous avez quelques mètres à faire et vous y êtes. Et c'est plutôt une assez belle occasion. Absolument. Pour la fourchette un peu plus supérieure, si vous êtes prêts. Ici, on va 250 000. Voilà. Là, on avait moins de 100 000. Exactement. On va dire. Alors 250 000 €. 250 000 €. Là, par contre, vous aurez toujours un studio de 31 mètres carrés, mais dans une résidence plus haut de gamme. On est sur vraiment un beau logement, un bel appartement. Et surtout, Ludovic, tu as vu, on est les pieds dans l'eau. On est les pieds dans l'eau. On va le voir dans l'image d'avant, on est quand même. C'est pour ça, on peut se dire 254 000 €, mais c'est vraiment. Ça peut valoir le coup. On paye l'emplacement. Oui. Ça peut valoir le coup, c'est l'accès direct à la plage. Maintenant, si on va regarder à Deauville, alors comme je vous le disais, Deauville, c'est un des marchés les plus élevés. Donc en dessous de 100 000 €, c'est impossible. Vous êtes obligé, même nous, on a cherché. On a pu aller jusqu'à 104 000 €, mais on ne peut pas plus bas. Pour 104 000 €. Il faut aller à Trouville, mais enfin. Il faut aller à Trouville, sinon. Pour 104 000 €, vous pouvez avoir un très beau studio de 24 mètres carrés. Pas mal, on le voit là en image, donc 24 mètres carrés. Avec une superbe vue sur la marina. Donc ça peut être très sympathique également. Et si vous êtes prêt à aller un peu plus loin dans Deauville, c'est-à-dire vous ne serez pas les pieds dans l'eau pour le coup, bien sûr, voilà, à bouger un petit peu, vous pouvez avoir une très belle maison pour 254 000 €, un 6 pièces, 100 mètres carrés. On voit en image, maison de 6 pièces, 100 mètres carrés. Exactement. Donc annonce d'aujourd'hui, annonce d'aujourd'hui qu'on peut trouver sur le site. Exactement. Alors là, pour le coup, on est plus dans l'ambiance campagne que dans l'ambiance mer. Mais ça peut être une très belle opportunité également. Il y a un peu de travaux, mais effectivement, c'est une belle opportunité. Oui. Exactement. Et enfin, sur Cassis, là encore, on a le même problème qu'avec Deauville, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 000 €, il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour 100 000 €, vous pouvez avoir
une studette de 16 mètres carrés. Alors, l'avantage de la studette, c'est qu'il y a quand même dans la résidence une très belle piscine. Bon, elle est magnifique, la piscine. Voilà. Là, ça donne envie de se baigner. C'est super, là. Ben oui, c'est plutôt sympathique. Donc, pour 100 000 euros, pourquoi pas un petit pied-à-terre à Cassis. Et dans la gamme des 250 000 euros, pour 249 000 euros précisément, vous pouvez avoir un très beau T2 à Cassis avec une double exposition et une cuisine équipée. Question de Béatrice. Y a-t-il des démarches administratives particulières à faire pour mettre en location sa résidence secondaire? Eh bien oui, si vous mettez votre résidence secondaire en location, vous devez tout d'abord le signaler à votre commune. C'est un préalable. Lorsque vous résidez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ça devient beaucoup plus compliqué. Il vous faut obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsque vous mettez en location votre résidence secondaire, la commune estime que ce bien, c'est une résidence principale en moins, donc vous devez le compenser. Elle va donc vous demander d'acheter des mètres carrés de bureaux ou des mètres carrés de commerce que vous allez transformer en logement, des mètres carrés équivalents bien entendu. Donc soit vous pouvez faire la transformation vous-même, soit mandater un bailleur social pour faire ces transformations à votre place. Mais du coup, ça vous coûte un petit peu d'argent. Bon. Et c'est très important de le faire parce que si on regarde les textes de loi, vous risquez quand même une pénalité de 25 000 euros plus 1 000 euros par mètre carré et par jour tant que vous n'êtes pas régularisé. Ouais. Ce qui peut faire beaucoup. Donc faire attention, juste une petite chose pour en revenir à l'aspect marché. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, et Julien le sait, le Perche était vraiment une région très à la mode. Partir avec des copains, acheter une maison dans le Perche et tout ça, c'était le top pour beaucoup, notamment Julien avec tes amis et ton amie américaine de l'époque. Il faut savoir que c'était littéralement le bon plan. Et puis il y a eu la crise, les prix ont littéralement dévissé et ça continue. Et ça peut être aussi intéressant pour un premier achat, une première acquisition, peut-être pour une résidence secondaire. Sachez qu'actuellement, et là vous le trouvez sur Explorimo, mais aussi on peut dire sur des sites concurrents, mais c'est un petit peu la grande braderie, ça continue et on peut avoir des maisons à moins de 50 000 euros. Des exemples, alors une maison à Colombage, près de Vimoutier, au sud du Pays d'Auge, 113 mètres carrés, 6 pièces sur un terrain de 1400 mètres carrés, mise en vente 45 000 euros. Une petite maison aussi d'une soixantaine de mètres carrés près de Bagnoles de l'Orne, mise en vente 29 000 euros. Dans le même secteur, une maison de 157 mètres carrés, 8 pièces, mise en vente 34 000 euros. Petite maison, Saint-Symphorien-les-Bruyères, sur un terrain de 17 000 mètres carrés, mise en vente 22 000 euros. Et puis la Ferté-Massé, il y a une maison de plein pied, 5 pièces, avec son jardin, vendue 35 000 euros. Voilà, bon, il y a beaucoup de vendeurs aussi qui sont pris à la gorge économiquement, qui ont besoin de vendre aussi. Des fois, il y a des divorces. Voilà, il y a beaucoup d'annonces aussi. Là, on est plutôt à la campagne, mais c'est le Perche, c'est Bélem, c'est Mortagne-au-Perche. En fait, ce secteur-là, où les prix ont vraiment dévissé, il y a de bonnes affaires. Côté marché, d'autres choses, Ludovic? Côté marché, c'est tout ce qu'on a. Après, on peut vous donner également des petits conseils pour investir. Alors, conseils pratiques justement pour investir. Parce qu'effectivement, on a parlé du fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient mettre en location leurs biens. Il faut dire que ça a un intérêt. Orpi a publié une étude récemment et démontrait que justement sur les résidences secondaires, sur le littoral, il était possible de tirer un rendement de 8 à 10%, ce qui est quand même pas rien. Alors, si vous voulez mettre en location votre résidence secondaire, vous pouvez aussi jouer un peu sur les dispositifs. Vous pouvez par exemple recourir au dispositif Pinel pour acheter dans le neuf, dans la limite de 300 000 euros, et vous obtenez grâce à ça des réductions d'impôts. Vous êtes obligé de louer votre bien 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Et en contrepartie, l'État vous octroie une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21%. Alors dans le neuf, il faut attendre un petit peu, parce qu'entre le moment où on fait la réservation, le moment où c'est livré, s'il n'y a pas de retard avec les permis de construire, on peut attendre longtemps, mais c'est quand même... Sachant en plus que le dispositif prend a priori fin le 31 décembre de cette année. Oui, et n'hésitez pas, continuez à poser toutes vos questions sur le Facebook Live. On est là pour répondre d'experts. Julien. C'est important ce que précisait Ludovic, parce que en fait, on s'aperçoit qu'en tout cas, les personnes qu'on a interrogées ne connaissent pas forcément tous les dispositifs fiscaux que l'on peut mettre en place dans le cadre de l'achat d'une résidence secondaire. Ils sont 80% à nous répondre qu'ils ne les connaissent pas. Alors certes, le pourcentage baisse à mesure que les personnes sont engagées dans l'achat d'une résidence secondaire, puisqu'on voit bien que ce sont les personnes qui ont des revenus un peu plus importants, des personnes un peu plus âgés qui effectivement, on l'a vu, sont un peu plus prompts à acheter une résidence secondaire. Mais en tout état de cause, on voit quand même que ce 80% est un chiffre très très important. Ça t'effraie le 80%?
On ne va pas dire que ça m'effraie, mais c'est vrai que c'est là où on parle d'une possibilité d'investissement pour une résidence secondaire, c'est vrai que ce chiffre est fort, 80%. Ouais. Il va même monter jusqu'à 92% pour une catégorie socio-professionnelle, ce sont les employés. Alors certes, ce ne sont pas les personnes qui vont être les plus à même d'acheter une résidence secondaire, c'est plutôt, on l'a vu, les cadres, les dirigeants. Mais ceci dit, voilà, le chiffre, lorsqu'on fait un sondage de la sorte, est quand même suffisamment important pour être précisé. Autre conseil pratique, Ludovic, pour investir. Donc tu l'évoquais tout à l'heure avec le Pinel dans le neuf, mais il y a aussi ce qu'on appelle le LMNP. Le LMP, alors qu'est-ce que c'est? Le LMNP, en fait, c'est un statut. C'est le statut de loueur en meublé non professionnel. C'est-à-dire que tu vas par exemple acheter un logement dans le bassin d'Arcachon, tu vas vouloir le mettre en location, tu vas l'équiper comme un meublé, comme si tu louais un meublé à Paris ou ailleurs, sachant qu'il faut te référer à un décret qui a été publié il y a de ça un an et demi, il me semble, qui définit une liste d'équipements très précise à avoir dans son appartement pour que ce soit considéré comme un meublé. Et à partir de ce statut, au moment de la déclaration des impôts, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir déclarer l'ensemble des revenus locatifs perçus au régime réel. Et l'avantage du régime réel, c'est qu'on va pouvoir être dispensé, qu'on va pouvoir s'exonérer en fait de l'ensemble des charges qui ont pesé durant la location. Donc voilà, les charges courantes, l'eau, l'électricité, les travaux éventuels. Et l'autre ? Le second, le statut de loueur en meublé non professionnel. En meublé non professionnel, c'est ce dont je veux parler. Alors, le LMP. Le statut en meublé professionnel, alors là, c'est un peu plus compliqué. J'ai un peu plus de mal à le cerner. On va le voir, c'est pas grave. Et puis, il y a Airbnb. Il y a Airbnb. Enfin, Airbnb. Abritel, excusez-nous, ou Homely Days. Airbnb qui est très intéressant. On avait une question, il me semble, à un moment où un internaute nous demandait combien on pouvait gagner avec Airbnb. A priori, selon les études, c'est 2100 € l'année. Mais il est possible de maximiser ses revenus, par exemple. Ça paraît peu, 2100 € l'année. C'est pas une étude Explorimo, en tout cas. C'est pas une étude Explorimo, mais c'est le chiffre qui circule. Après, il faut savoir que les gens ne louent pas non plus leurs biens toute l'année sur Airbnb. Non, bien sûr. Et il y a des méthodes pour maximiser justement ses profits. Vous pouvez par exemple recourir à un service de conciergerie en ligne. L'avantage, c'est que le service de conciergerie type BNB Care ou BNB Lord, des choses comme ça, il va gérer l'ensemble de la location à votre place et en plus va proposer des services annexes, un service de literie digne d'un grand hôtel, la possibilité de faire le ménage tous les jours pour vos hôtes, de les accueillir. Et ces petites prestations vont pouvoir vous permettre de demander un loyer un peu plus élevé. Mais ça coûte cher ou pas? Parce que justement, on se pose la question, c'est vraiment intéressant. Il y a une formule de base à 19,99 € généralement qui comprend l'accueil des hôtes, qui va comprendre le petit ménage une fois qu'ils sont partis et la remise des clés. C'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque vous allez toucher vraiment à des services type la possibilité d'offrir à votre voyageur des réservations en ligne pour des spectacles, pour du cinéma. Là, vous pouvez maximiser vos profits. Ces types de plateformes disent qu'il est possible de réévaluer le loyer par 2. D'accord. C'est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. En tout cas, l'étude que tu as initiée, on peut le dire, Julien, elle offre aussi l'occasion de revenir sur des fondamentaux par rapport à la résidence secondaire. C'est quand on achète une résidence secondaire, il faut vraiment anticiper les travaux, ça on l'évoquait, c'est très important, et bien avoir en tête l'emplacement, privilégier en fait la proximité de tout ce qui peut lui donner de la valeur à la résidence secondaire, c'est-à-dire être près d'une plage, près d'une forêt, près d'un golf, près d'une piste de ski. En fait, le lieu doit être pratique et accessible par les transports, n'est-ce pas Ludovic ? Exact, c'est essentiel parce qu'on n'a pas du tout envie de faire 6, 8, 10 heures de route pour accéder à sa résidence secondaire. Et en attendant, il faut toujours avoir en tête qu'on n'échappe pas à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Pour l'instant, voilà, mais ça y est toujours. La taxe foncière aussi. Une conclusion, Julien, sur cette étude. Est-ce que tu es satisfait, heureux de cette étude? Tu m'as dit à la fois érotique et pratique. Érotique, je ne sais pas. Pratique, certainement, puisque effectivement, non, mais on voit que les choses évoluent. Donc, quand on fait une étude, on aime quand même qu'il y ait des chiffres qui soient nouveaux à annoncer. On voit que le classement a évolué, on voit que les attentes des Français progressent, que la résidence secondaire n'est pas qu'un achat plaisir et c'est effectivement un achat également pour investir. Donc, en tant que personne qui fait des études, voilà, on est plutôt satisfait. On attendra la 3e édition et puis de toute façon, on va faire une autre étude bientôt sur les villes préférées des cadres parisiens et on verra s'il y a des correspondances entre les endroits où les cadres veulent investir pour une résidence secondaire et les endroits qu'ils préfèrent.
Ça sera un rendez-vous de septembre. À suivre. Une conclusion, Ludovic? Une conclusion, acheter une résidence secondaire. Avec quel budget? Avec le budget, 100 000, 250 000. On vous a donné des super bons plans. Donc, Parfait. Bon, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup, Julien. Merci Ludovic. Merci à vous, les internautes. On se retrouvera très bientôt ici dans les studios d'Explorimo TV pour parler d'autres études, effectivement, sans doute à la rentrée sur les villes préférées des cadres. On fera la version immobilière. Encore merci et à très bientôt.